Ah bah, c'est parfait. On commence. Alors, j'ai enlevé mon masque pour faire un tout petit mot d'accueil. Bonsoir à tous, merci d'être présents à cette nouvelle conférence des jeudis CEDOS. J'en ai la chance maintenant dans les jeudis des CEDOS d'être accompagnée par J'aime en débat. Donc, c'est Maxence ce soir qui fera office d'animateur et avec Hélène. Tout le monde va se présenter. En tout cas, bienvenue et bienvenue à ceux aussi qui sont en ligne. Pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez mettre vos caméras si on peut vous voir sur l'écran, si vous souhaitez, en laissant vos micros fermés pour le moment. Et puis on va commencer. Maxence ? Eh ben, c'est parfait, je vous remercie pour cette petite présentation. Merci beaucoup, Madame Fourocchio, d'être présente. Ça nous fait extrêmement plaisir. Je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps, si vous voulez bien, histoire qu'on puisse bien comprendre qui vous êtes et de quoi vous allez nous parler. Pour essayer de faire un petit plan de cette conférence, comment ça va se passer. Il va y avoir du coup une présentation sur le sujet du coup, de ce soir. Par la suite, je vous laisserai tout simplement poser vos questions si vous en avez. Et puis comme ça, on essaiera d'échanger directement. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ingénieure ISEP, diplômée il y a quelques années, et je travaille actuellement chez IBM en tant que chef de projet sur les projets européens avec nos partenaires commerciaux. Et j'ai un intérêt tout particulier sur l'intelligence artificielle. Vous savez peut-être qu'IBM est l'auteur de Watson, qui est notre moteur d'intelligence artificielle ou le parapluie, disons, de notre offre d'intelligence artificielle. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pas tellement au titre de la société qui m'emploie, c'est plutôt pour échanger, discuter autour des questions que l'IA nous fait nous poser. Et en particulier ce soir, je vais axer la présentation et puis la discussion ensuite sur les problématiques d'éthique et de biais cognitifs. Donc c'est cet aspect-là de l'IA qu'on va creuser plus particulièrement ce soir. S'il peut y avoir de l'interaction, c'est parfait. On est un nombre qui nous permet de le faire. Donc n'hésitez pas à tout moment, soit à lever la main dans l'audience physique, soit à distance aussi. Et puis on prendra vos questions au fur et à mesure. J'ai une vingtaine de diapos, mais qui sont vraiment prévus pour être un support à la discussion. Donc vraiment, n'hésitez pas à intervenir à tout moment. Voilà, si vous avez des questions, même pour les personnes qui nous regardent à distance, vous pouvez les mettre directement dans le chat et moi, éventuellement, je peux les faire passer si jamais il y a un problème avec les micros, tout simplement. Et puis, c'est parti, on peut démarrer. Ça marche. Donc moi, je fais partie du centre d'IBM à Montpellier. À titre personnel, je suis maman de 3 enfants et ce qu'on fait à Montpellier, c'est qu'on travaille avec nos clients et nos partenaires dans toutes les offres d'IBM. Donc, du point de vue de l'IA en particulier et de l'éthique de l'IA, on peut voir ça sous forme de mind map qui est très très vaste. Donc, ce dont on parle quand on parle d'éthique de l'IA, alors il y a différentes définition, moi celle que j'aime bien, c'est celle-ci, l'ensemble des principes et des règles de conduite propres à une profession ou un secteur d'activité. Donc secteur d'activité, en l'occurrence l'intelligence artificielle. Et puis ensemble, on va explorer ces différents domaines. Donc déjà, pourquoi c'est un problème? Alors il y a eu des incidents, quels sont-ils? Où se trouve la source de ces problèmes? Donc on parlera de biais implicites. Et puis ensuite, les différentes perspectives. Donc, moi, je fais partie des sociétés qui créent de l'IA et qui mettent à disposition du monde des affaires de l'intelligence artificielle. Mais on a aussi des sociétés qui consomment de l'IA. Et dans certains cas, on peut être les deux. On a aussi des sociétés qui conseillent d'autres pour l'adoption de projets qui mettent en œuvre des techniques d'IA. Et on parlera de think tank, c'est-à-dire pas hors du monde des affaires, mais on a un certain nombre d'organismes, soit nationaux, soit transnationaux, et qui réfléchissent à ces domaines. Les gouvernements, évidemment. Et à mon avis, c'est tout ce qu'on aura le temps de couvrir ce soir. Alors, si on commence à parler incidents de l'IA, liés à l'éthique et aux problématiques de biais. Vous avez peut-être entendu parler de certaines choses. Qu'est-ce que ça vous évoque? Voiture autonome Les voitures autonomes. Avoir des incidents et voilà.
Tout à fait, des accidents de voitures autonomes, ouais. Typiquement avec un sac plastique qui va faire s'arrêter la voiture parce qu'on croit que c'est un piéton. Là, c'est pas grave, hein, on s'est arrêté pour rien, mais c'est pas grave. Il y a eu un autre cas où, en fait, il y avait un camion qui n'a pas été vu et la voiture en autopilote a foncé dans le camion. Donc ça, effectivement, c'est un sujet. Est-ce que vous pensez à d'autres choses? Oui. La perte de contrôle. Dans ce cas, on donne des directives pour que les choses se passent de telle façon et que finalement, tout n'a pas été pensé et qu'il y a des sens qui sont pris par l'intelligence artificielle qui n'étaient pas prévus à la base. Oui, alors concrètement, vous pensez à quel type de cas d'usage? Je pense dans l'industrie, dans l'automatisation de certaines tâches, des choses qui pourraient du coup se montrer défaillantes. Voilà, par exemple. Alors, effectivement, ça peut arriver, et lié au fait que quand on parle d'IA aujourd'hui, c'est beaucoup du machine learning, donc beaucoup des logiques probabilistes. Il y a des cas où on peut se tromper, effectivement. Et sinon, vous avez un certain nombre de cas ici, plus grand public, qui ont fait les gros titres de la presse. Donc, typiquement, si vous vous rappelez, en 2016, Microsoft Tay, qui était un chatbot qui, en moins de 24 heures, a été, par ses interactions avec le grand public, amené à tenir des propos racistes. L'exemple que je vais vous montrer juste après sur Google Photos. Et puis, plus récemment, en 2019, il y a eu un gros souci pour Apple et sa carte de crédit. Qui a établi des limites des autorisations de crédit qui étaient très différentes pour le mari et la femme d'un même foyer fiscal sans qu'il y ait aucune différence de revenus, de quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas eu aussi un problème avec la reconnaissance 3D chez Apple, avec la dernière version de chez Apple également? Non, la reconnaissance 3D? Oui, une reconnaissance faciale en fait, pardon. La reconnaissance faciale à partir de l'iPhone. Dernière génération qui avait du mal à reconnaître en fait une certaine catégorie de personnes, notamment asiatiques. En fait, il y avait des biais cognitifs à travers l'analyse. Non, ça ne vous parle pas de ce genre de choses, non? Si, tout à fait, tout à fait. Ah ouais. J'opine. Oui, tout à fait. Et ça, c'est grand public parce qu'on l'utilise tous. Enfin, beaucoup d'entre nous utilisent la reconnaissance faciale pour débloquer les téléphones. Et effectivement, la performance en fait de ces systèmes était différente selon différents types, en l'occurrence de couleur de peau. Oui. Tout à fait. Donc, c'est l'exemple sur lequel j'ai choisi de zoomer, qui date un petit peu, mais celui que vous venez de donner est exactement la même chose. C'est-à-dire que sur un certain nombre de classifications d'images qui avaient été étiquetées automatiquement par Google Photos, et ben on reconnaît bien des gratte-ciel, on reconnaît bien un avion, on reconnaît bien des voitures. Mais là, c'est des êtres humains et l'étiquette qui a été posée, c'est gorillas, c'est gorilles. Et ça, en fait, finalement, s'il y avait eu une erreur, parce que si au lieu de cars, ça avait été, je sais pas moi, animals, ça aurait... L'IA, elle s'est trompée, quoi. Elle s'est trompée, c'est une erreur technique, pas de souci. Mais là, pourquoi ça pose problème et pourquoi ça fait les gros titres? Parce qu'en fait, ça rappelle des comportements que nous, en tant qu'êtres humains, on a dans nos sociétés. Et je vous ai pris l'exemple de Christiane Taubira qui avait été, donc ça date de 2013 quand elle défendait le projet de mariage pour tous. Et qu'elle s'est pris des insultes où on la traitait de guenon. Guenon, gorille, ça rappelle ce genre de choses et c'est pour ça que c'est intolérable. Et c'est pour ça qu'on parle d'éthique. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un problème de nos performances techniques, de mauvaises performances techniques, on est probabiliste, on tombe à côté. C'est que ça rappelle des sujets qui nous mettent mal à l'aise dans la société. Alors tout ça, c'était en 2016. Alors effectivement, la reconnaissance faciale, c'est plus récent. Mais on a des nouvelles problématiques qui se posent aujourd'hui. Donc du point de vue, pas seulement personnel, mais aussi business. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce genre d'habits, d'offres. Je ne suis pas sûre que ça existe en France ou en Europe. Donc ça, c'est une marque qui s'appelle... je l'ai après, c'est Yaro, voilà, Yaro. Et donc, en fait, ils ont sorti une série d'habits qui sont en lien avec le monde médical, mais qui ne sont pas des appareils médicaux. Donc là, en l'occurrence, ce qui est marqué sur son t-shirt, c'est
je suis en danger si j'attrape une maladie, donc gardez vos distances. On ne dit pas quelle maladie, c'est pas voilà, mais simplement ça indique aux personnes autour qu'il faut faire attention. Et ça, en fait, donc Facebook est l'un des gros utilisateurs d'intelligence artificielle et producteurs aussi, d'ailleurs, ils ont un labo de recherche très efficace. Et donc, en fait, ils ont une gestion automatique des publicités qui apparaissent. Et donc là, en l'occurrence, cette publicité-là, qui est juste pour un habit, a été rejetée en tant que dispositif médical. Donc ça pose un souci, parce que c'est pareil, techniquement, ça veut dire que l'IA s'est trompée, ça c'est quelque chose, mais ça veut dire aussi qu'on classifie de manière inappropriée et qu'on va rejeter des choses pour des mauvaises raisons. Et donc c'est un préjudice commercial pour cette société, puisque c'est compliqué après, il faut appeler Facebook, dire non mais attendez, c'est pas un dispositif médical, ça prend des jours, il faut monter un dossier, etc. Donc c'est un préjudice commercial par rapport à des concurrents qui n'ont pas ce problème-là. Alors un autre exemple, donc la société Yaro, en fait elle commercialise un pantalon qui est conçu pour se porter soit si on marche debout, soit si on est en fauteuil roulant. Et c'est la même référence, c'est le même pantalon. Et ben là, cette image-là, elle est passée sans problème, et celle-là, elle a été rejetée. Pourquoi ? Parce que le fauteuil roulant, est-ce que c'est une pub pour le fauteuil roulant ou pour l'habit ? L'intelligence artificielle, en fait, c'est trop subtil, ça, pour qu'elle puisse le traiter. Donc, aujourd'hui, on a des problèmes qui ne sont pas faciles à traiter dans le domaine de l'éthique de l'IA. Et donc, si on écoute une chercheuse émérite du sujet, Kate Crawford, qui a fondé le AI Now Institute, donc elle explique, en fait, la technique sous-jacente explique les problèmes qu'on voit en termes de classification. Donc, en fait, ce qu'elle dit, c'est quand on fait de la classification d'images, qui est le sujet dont j'ai parlé jusqu'à présent, on fait de la classification d'images à grande échelle, donc typiquement Facebook, je ne sais pas combien d'annonces de publicité ils traitent par jour, mais c'est monumental. Et en fait, c'est très normalisé. Donc même si c'est très pertinent, et avec le machine learning, on a atteint des niveaux de pertinence qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on avait précédemment, n'empêche qu'il y a quand même une logique qui est très mauvaise pour détecter les subtilités. Alors je me permets juste de prendre la parole rapidement. Ouais. On a une question de Dominique qui nous demande si la prise de décision face à un dilemme, comment est géré ce challenge directement par l'intelligence artificielle ? Justement, aujourd'hui, elle n'est pas gérée. Aujourd'hui, elle n'est pas gérée, c'est bien le problème. Alors, la manière dans ce cas d'usage-là que Facebook a choisi de faire, c'est de faire une demande d'exception. Donc, en fait, la société doit monter un dossier en expliquant que, non, on s'est trompé, etc. On a affaire à des limites que, du coup, on ne peut pas totalement exclure l'humain, en tout cas, sur ce genre de questions. Aujourd'hui, non. Okay. Mais par contre, c'est un champ de recherche qui est très dynamique. Donc, on fait des progrès chaque jour là-dedans. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est une limite. Tout à fait. Et donc, c'est ce qu'elle dit, c'est qu'on a cette dynamique côté humain, on invente tous les jours des nouvelles choses, typiquement cette ligne de vêtements pour personnes valides ou non valides. Et puis, on a donc cette classification technique qui est comme un mur, finalement. Donc, on n'a pas de solution, mais c'est un champ de recherche qui est très dynamique. Ça, c'est pour dire que c'est toujours un sujet qui est d'actualité aujourd'hui. Même si on entend parler depuis quelques années, ça s'affine, ça évolue, mais c'est toujours un problème aujourd'hui. Alors, si on zoome maintenant sur qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça, enfin derrière ça, on va vite tomber sur les biais implicites. Et qu'est-ce que c'est que les biais implicites ? En fait, ce sont des... Alors déjà, qu'est-ce qu'un biais ? Un biais, c'est pas forcément mauvais, c'est simplement un historique qu'on connaît et qui nous permet d'analyser une situation. Donc nous, en tant qu'être humain, on a des biais. Et ça a même été codifié par les sciences humaines. Donc on parle de plus de 180 biais cognitifs que nous, chacun d'entre nous, porte de par notre histoire. Ils sont très variés. Et moi, il y en a un qui me frappe particulièrement, qui est le biais de confirmation. C'est-à-dire quand on est convaincu de quelque chose déjà, et on va être beaucoup plus attentif et beaucoup plus réceptif à des informations qui vont dans ce sens qu'à des informations qui sont contradictoires.
Des biais comme ça, il y en a 180. Et alors, le problème de l'intelligence artificielle et de son sous-ensemble machine learning qui est entraîné avec des banques de données qui viennent de notre historique, eh bien, c'est qu'on va récupérer ces biais cognitifs dans les systèmes de machine learning. Donc, on a plusieurs exemples de ça. Hein. Donc, en fait, on a des critères comme ça qui sont corrélés. Et donc, c'est pas en juste retirant la colonne qu'on va complètement résoudre le problème. Il faut qu'on aille plus loin dans l'analyse et plus loin dans l'identification de solutions potentielles. Alors là, je vous ai cité Francesca Rossi, qui est notre chef de AIFX Global Board. Elle lie ça avec l'importance de la confiance dans les moteurs d'IA et à l'adoption. Et c'est en fait l'un des gros freins de l'adoption des moteurs d'IA dans un certain nombre d'applications métiers. C'est le manque de confiance. Donc ça, on comprend bien. Mais il faut aussi ne pas lui faire trop confiance finalement. C'est-à-dire bien comprendre, bien garder à l'esprit le fait qu'il n'y a rien de magique. Et donc, ça va dans le même sens de ce que je disais avant, d'essayer d'analyser les problèmes tels qu'ils sont, creuser et voilà, bien comprendre, essayer de comprendre où sont les problèmes et puis les adresser en fonction du cas d'usage sur lequel on travaille. Donc, ne pas faire confiance, parce que c'est magique, il y a un côté un peu... Dans le grand public, il y a un côté comme ça. Hein. Bon, il y a une recommandation, donc forcément, c'est bon. C'est la machine qui l'a fait, c'est fiable. Ben, ça peut être très fiable, mais dans certains cas, c'est moins fiable. Donc, gardons les yeux ouverts, en fait. Hein, c'est ça le message général. Et donc, si on prend notre casquette de fournisseur d'IA, donc des fournisseurs d'IA, vous en avez un certain nombre. Hein. Moi, j'ai fait le zoom sur celui que je connais le mieux. On définit, en fait, ce champ de travail sur la confiance. Il faut faire confiance dans la technologie elle-même, la confiance sur l'IA, les techniques d'IA qu'on utilise, la confiance dans les sociétés qui produisent l'IA et la confiance aussi dans les règlements et alors, ça peut être des lois, ça peut être selon les pays, selon les différents niveaux de gouvernement. Donc ça c'est bien, mais on a aussi des systèmes en interne. Et donc, en interne, on a, par exemple, nous, on a une initiative qui s'appelle Responsible Computing, mais dans toutes les sociétés, en fait, qui produisent de l'IA, il y a cette réflexion de comment, au quotidien, chaque personne, chaque employé, à son niveau, va pouvoir être garant du fait qu'on minimise l'introduction de biais dans ces moteurs d'IA. Et on est obligé de le faire au niveau de chaque personne parce que si moi, je suis data engineer et je prépare les données d'entraînement, je vais avoir une influence évidente. Mais si je suis testeuse, c'est pareil. Quand je teste, je vais pouvoir voir des choses que les data engineers n'ont pas vues. Si je suis data scientist, je vais choisir quel type de modèle je vais utiliser et selon les choix que je vais prendre, je peux augmenter ce biais ou pas. Donc chacun à son niveau a vraiment un niveau de responsabilité là-dedans. On fait ça chez IBM, mais est-ce que c'est fait aussi chez Google, Apple, Facebook? Oui, alors j'ai moins d'expérience directe, mais effectivement, il y a des policiers internes qui font que... Et d'ailleurs, chez Google, il y a même des gens qui ont été jusqu'à quitter leur job parce qu'ils étaient en conflit avec la manière dont ça fonctionnait. Voilà, ça veut bien dire qu'à tout niveau, chaque personne se pose ces questions-là. Et bon, dans certains cas, elle trouve des réponses, dans d'autres cas, non. Mais même chez nous, hein, moi, je vois qu'il y a des cas où on a des vrais dilemmes entre ok, je vois qu'il y a un problème, il faut recommencer un cycle, changer la base de connaissances, pondérer les choses, refaire peut-être une banque d'images qui soit plus pertinente, plus représentative. Mais j'y suis presque, hein. J'ai terminé le truc. Mon client, il attend la solution. La facilité, c'est quand même de sortir le produit, quoi. Donc, on a des vrais dilemmes en interne comme ça. Et on a la chance, moi j'ai la chance d'être dans une entreprise qui nous encourage à lever les alertes. Mais d'un point de vue business, on comprend bien les dilemmes éthiques que les gens peuvent avoir. Donc, typiquement par rapport à ces gens qui ont quitté leur employeur,
Ça peut être des vrais sujets de dilemme à la fois personnels et commerciaux. Alors, si on continue, du point de vue de la science, hein, donc là, je vous ai mis un papier de recherche qui est lié au fait qu'on a une difficulté à apprendre aux machines à distinguer le vrai du faux, le bien du mal plutôt. Et comment on fait quand on se rend compte qu'on a trouvé un problème alors soit c'est dans les données, la base de données n'est pas représentative, très bien. Quand c'est des moteurs de machine learning qui ont été entraînés avec énormément de couches de neurones, avec des nombres de paramètres qui sont délirants, ben, c'est pas simple du tout. Donc ça, ce papier-là, il date d'il n'y a pas très longtemps. Hein. Je ne sais pas si j'ai la date quelque part, mais enfin ça doit être 2019 ou 2020, quelque chose comme ça. Et là, vous voyez d'ailleurs qu'il y a des gens de Microsoft, de Boston University, enfin c'est vraiment de la collaboration de recherche, hein, qui travaillent sur comment on fait pour contrer les biais qui viennent de notre historique. Donc là, en l'occurrence, ils ont travaillé sur l'association, on parlait de chirurgien, chirurgien qui est plutôt associé à un homme plutôt que chirurgienne, dans l'inconscient collectif. Donc là, ils prennent l'exemple du computer programmer, donc du développeur, qui est plutôt associé pareil au genre masculin. Et alors, homemaker, je ne suis pas sûre de... Je ne sais pas si c'est femme au foyer ou en tout cas comment? Quelqu'un sait ce que c'est que homemaker? Bon, on va dire femme au foyer, qui est plutôt associée à un genre féminin. Et donc, comment on fait pour détecter ça? C'est-à-dire, comment on fait pour aller au bout des données qui sont, en l'occurrence, non structurées, hein. Ce n'est pas des bases de données avec un champ, etc. C'est des textes. Et comment on fait pour débiaiser ça? Et à aujourd'hui, on commence à avoir quelques ébauches de techniques, mais c'est pas encore satisfaisant. Je me permets juste de faire une petite parenthèse. Ouais. Pour toutes les personnes qui nous regardent en ligne, qui ont des questions, je vous laisse le mettre directement dans le chat, parce qu'au vu des événements précédents, on a préféré garder les micros éteints. Je vous laisse mettre vos questions dans le chat et puis on s'occupera de les lire directement nous-mêmes. Voilà. Ça marche. Et donc un exemple de ça, je ne sais pas si je l'ai là, non je ne l'ai pas. Il y a un exemple de ça qui est assez connu, c'est la traduction, les moteurs de traduction que vous utilisez, alors soit Google Translate, soit Titel, soit nous on en a aussi, Watson de traduction. Si vous prenez une phrase, par exemple, elle est développeuse, il est au foyer, que vous traduisez ça dans un langage qui n'a pas de genre, donc le turc est connu pour ça, traduisez en turc, vous prenez le résultat et vous le mettez, vous traduisez le turc et vous le retraduisez en français. Vous allez obtenir le contraire. Vous allez obtenir il est développeur et elle est au foyer. Et donc, c'est un témoignage du fait que ces biais liés au texte sur lesquels ces moteurs de traduction ont été entraînés continuent aujourd'hui à nous polluer. Et c'est un biais, comment dire, il y a une part de vérité là-dedans. C'est-à-dire que historiquement, quand on regarde, alors l'exemple original, c'était elle est infirmière et il est docteur. Ou elle est docteur, il est infirmière, qui est traduit de l'autre côté. Et en fait, quand on regarde historiquement, sur toute la vie humaine, en tout cas, qui a été à l'origine de production de textes, on a effectivement plutôt des femmes infirmières. Donc, d'une certaine manière, probabilistiquement en tout cas, il y a une forme de vérité. Par contre, dans un moteur de traduction, ça n'a pas de sens, puisque quand on traduit, tout est possible et on s'en fiche de la probabilité. Enfin, c'est de donner toutes les solutions, quoi. Donc, selon le cas d'usage, c'est là où il va falloir, dans certains cas, il va falloir qu'on débiaise ces moteurs. Et dans d'autres cas, on va choisir de ne pas les débiaiser, parce que ça reflète l'historique et que dans ce contexte-là, c'est pertinent. Un autre exemple où c'est pertinent de débiaiser, c'est tous les moteurs d'analyse de CV, d'analyse automatique de CV. Pour des sociétés qui, historiquement, pour un type de métier donné, ont
beaucoup recruter plus d'hommes que de femmes ou de femmes que d'hommes et qui veulent inverser ce ratio. Et donc là, on se rend compte que ce n'est pas uniquement un sujet technique, c'est un sujet technique, mais il y a aussi d'autres disciplines qui entrent en jeu, qui vont aller sur quelles règles on se fixe et comment on aborde le problème. Et ensuite, après, on va pouvoir donner des directives à ceux qui créent ces systèmes pour trouver les biais quand c'est possible et débiaiser quand c'est possible. Donc ce champ-là, il est vraiment complètement interdisciplinaire. Donc ce qui explique que, du point de vue des think tanks, c'est-à-dire des organisations qui s'organisent pour résoudre ces problèmes, on va avoir, loin d'avoir que des techniciens, donc il y a l'AINA Institute dont on a déjà parlé avec Kate Crawford, mais Partnership on AI, initialement c'était un consortium de 5 sociétés, alors on va les reconnaître, hein, c'est effectivement les producteurs d'IA, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon et IBM, ça c'était en 2016. Là en 2021, ils sont 300 je crois, et puis c'est vraiment tous azimuts. Parce qu'on s'est rendu compte que le problème était beaucoup plus large que ça, c'est pas un problème technique. Et puis en France, on a la fondation Abéona, le CERNA, la commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique. On a un certain nombre d'entités comme ça qui réfléchissent à ces questions. Donc, si ça vous intéresse, il y a beaucoup de livres blancs, etc., qui sont sortis là-dessus. C'est un champ qui est très actif. Impact AI, donc. Ouais. GEM est adhérent en fait de Impact AI. Donc, D'accord. en fait, on a des chercheurs qui représentent GEM et qui vont travailler. On a pas mal de chercheurs à GEM qui travaillent sur ce domaine-là. Et pour le coup, c'est des chercheurs en sciences sociales. Alors oui, ça peut être en système d'info, mais pas que. En juridique aussi. Et puis aussi en éthique. Ça fait partie. D'accord. Voilà. Et en plus, on est à Grenoble, donc il y a Grenoble Management, mais il y a aussi le MIAI, qui est un consortium une organisation de plein d'acteurs différents, en fait, qui sont dans le domaine de l'intelligence artificielle autour du bassin grenoblois et qui réfléchissent aussi à ces sujets. Le MIAI, donc c'est bien l'institut interdisciplinaire en IA qui est donc porté par l'UGA, en fait, hein, et puis qui, en effet, fédère un tas d'acteurs, soit dans la recherche, mais aussi dans l'entreprise autour de Grenoble, et ils ont 32 chaires de recherche. Et il n'y a pas que de la recherche technique, hein. Il y a de la recherche aussi en éthique, social. Ouais, donc c'est vraiment un domaine qui est très très actif, et notamment à Grenoble. Mais je veux dire que l'État français a beaucoup investi d'argent là-dedans. Il y a eu beaucoup d'argent investi. Et ils ont fait ça de manière très intelligente, c'est-à-dire que les universités postulaient, mais en fait c'était 1 euro, 1 euro, c'est-à-dire que l'État donnait 1 euro à la condition que quelqu'un d'autre donne 1 euro. Donc en fait ça a obligé les partenaires industriels à rejoindre ça, donc c'est pas universitaire, c'est industriel et universitaire avec l'État qui abonde dans ce sens-là. Donc ça a été fait de manière... Bien fait. Ah ouais, bien fait. Alors, je vous ai pris un exemple de ce genre de think tank. Alors, pareil, hein, parce que je suis impliquée dedans. En fait, le cercle Interreg, c'est un ensemble de 16 entreprises. Donc, dedans, vous avez Lenovo, IBM, Qualcomm, SAP, je crois qu'il y a Intel aussi, enfin bref, la SNCF, Orange, donc des entreprises qui sont très différentes. Et qui travaillent sur les problématiques d'égalité homme-femme au sens très très large. Et il y a un sous-groupe qui s'appelle Femmes et IA, qui s'est constitué il y a 2-3 ans maintenant, et qui est pérenne, et qui a, contrairement aux autres cercles de réflexion du cercle Interreg qui sont éphémères. Et donc l'idée là, c'est de se donner une charte de conduite, justement pour s'assurer que la dimension de genre est traitée dans les systèmes d'IA, soit qu'on produit, soit qu'on consomme. Dans le cas de la SNCF, ça va plus être on consomme. IBM, c'est les deux. Qualcomm, c'est les deux aussi. SAP, c'est les deux. Donc voilà, chacun à son niveau. Et donc on a ces différents piliers. Donc il y a des piliers effectivement qui sont techniques, choix et traitement des données, l'algorithme.
mais il y a aussi des sujets qui sont complètement de gouvernance. Et typiquement, le comité IA et gouvernance, ça, c'est quelque chose qui va être mis en place au niveau de la direction de l'entreprise. Et donc là, aujourd'hui, ce pacte a été signé par 8 des 16 entreprises, donc c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Et c'est intéressant parce que ça fait se poser des questions à certains dirigeants qui s'en étaient pas forcément posés. Autant les gens qui sont la tête dedans et qui sont à l'écoute le voient, autant les dirigeants, ils en prennent conscience quand il y a un gros problème, quoi. Quand il y a un souci, tel qu'on a pu le voir dans le chapitre incident entre les deux conférences, et où là, il peut y avoir des impacts énormes sur l'image de leur entreprise. Mais l'idée, c'est qu'on agisse un peu avant, si possible. Alors, une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi on s'attaque particulièrement au biais de genre. Alors, il y a différentes raisons, je vous les ai listées là. En fait, il y a des psychologues qui ont étudié, qui ont fait des interviews en fait, avec des dirigeants. Et dans certains cas, la diversité de genre était juste un des axes de la diversité. Et dans d'autres cas, il y avait vraiment des actions concrètes. En fait, psychologiquement, on se rend compte que quand on dit que le genre est simplement une des dimensions de la diversité, psychologiquement, ça réduit le champ de réflexion en fait, des dirigeants. On assimile les femmes à une minorité et donc à un problème qui est moins important, alors, de manière complètement inconsciente, mais moins important qu'il n'est en réalité. Un exemple de ça, c'est le Harvard Implicit Test que vous pouvez faire en ligne, qui est accessible. Et donc là, ça vous permet de tester vos biais cognitifs sur un certain nombre de questions qui vous ont posées et auxquelles il faut que vous répondiez. C'est fait de manière intelligente, c'est des chercheurs qui l'ont fait. Et donc, on teste un certain nombre de biais. Alors, il peut y avoir des biais liés à l'ethnicité, bon, c'est américain, donc voilà, au biais de genre, à la religion, il y a tout un tas de dimensions comme ça. Et effectivement, chacune de ces dimensions est traitée différemment puisque les biais vont être différents. C'est vraiment des mécanismes qui sont différents, liés à un vécu différent. On a des problèmes spécifiques, on a parlé des métiers. Et puis, même si maintenant, aujourd'hui, on a un consensus international sur la nécessité de réduire les inégalités, c'est très récent, 1981. C'est très récent. Donc, je vous ai mis une petite image là qui symbolise ça. C'est-à-dire, ça revient un peu à la discussion qu'on avait juste avant sur est-ce qu'on débiaise, est-ce qu'on débiaise pas et dans quel cas. Soit on dit, finalement, égalité, on ne traite pas, on enlève le champ genre, ou le champ âge, ou le champ... Et puis, on considère que le problème est résolu, égalité. Soit on reconnaît qu'il y a un problème, et on cherche à le traiter activement. Ça va être plutôt cette image-là. Pareil, selon les cas d'usage, business, etc., la réponse va être différente. Et la réponse va pas être... la réponse va être technique, mais la directive ne va pas être technique. Ça, c'est des vrais choix en fonction du cas d'usage. Donc ça, c'était le petit focus sur le genre. Mais quand on parle d'éthique de l'IA, en fait, de quoi on parle? Alors, je suis tombée sur ce papier de recherche que je trouve passionnant. Alors, ça date de 2019, donc c'est pas très vieux. Ils ont cherché, alors ils appellent ça The Global Landscape of Ethics Guidelines. Qu'est-ce que c'est que l'éthique dans l'IA, en fait? Et alors, il y a tout un tas là, je vous parlais de la charte familiale, mais des chartes comme ça, Partnership on AI en sort une, Impact IA sûrement, enfin, voilà, chacun a sa charte. Donc, ils ont fait une étude de 84 de ces documents, et ils ont regardé ce qui était là-dedans. Donc, principe éthique, la transparence, la justice, la fairness, ne pas faire de mal, etc. Donc, tout ça sont des dimensions de l'éthique. Et quel type de code ou de champs sémantiques sont attachés à ça. Et en fait, on se rend compte que tout ça est flou. Enfin, pas flou, mais disons qu'il n'y a pas de consensus général. Globalement, sur la transparence, c'est souvent présent. Quand on parle d'éthique, souvent on parle de transparence. Et puis, on a un certain champ sémantique. Mais par contre, quand on parle de liberté et d'autonomie, finalement, c'est présent que dans moins d'un tiers des papiers. Donc, peut-être ça fait partie de l'éthique, peut-être pas.
se bat, pas toujours. Et puis, bon, on a un certain nombre de champs sémantiques associés à ça. Et dans certains cas, alors j'ai plus en tête lequel, mais dans certains cas, on a des mots en fait qui font partie de plusieurs principes éthiques. Donc c'est pas non plus étanche. Alors moi j'appelle ça flou, c'est pas vraiment flou, mais disons que c'est complexe. C'est une réalité complexe qu'on ne peut pas simplifier. Et donc quand on cherche à la simplifier, on revient à ce que disait Keith Crawford. On classifie, quand on classifie, bah, c'est soit là, quoi. Hein. Soit on approuve le prêt, soit on refuse le prêt. Il n'y a pas de peut-être que oui, peut-être que non. Donc voilà, c'est un champ blanc et noir de décision, de classification, basé sur des principes éthiques qui sont compliqués à définir. Et on ne doit pas être loin de la fin. Alors oui, il y a tout un champ sur le gouvernement. On pourrait passer encore énormément de temps là-dessus, mais juste un message, parce qu'on est en Europe et que l'Europe est vraiment en pointe là-dessus. On a été en pointe avec la RGPD en 2015, et maintenant la Californie a adopté le même genre de règles de protection des données, le Brésil aussi, et donc voilà, ça a été vraiment quelque chose de marquant dans le paysage. Et l'Union européenne est en train de refaire la même chose avec l'IA. Donc, il y a eu un premier papier qui est sorti l'année dernière. Ça fait 2 ou 3 ans qu'ils ont des groupes de travail qui travaillent là-dessus. Il y a même eu un appel à la population d'apporter des connaissances pour affiner ça. Et ils sont arrivés à une logique de règles par niveau de risque. C'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer les mêmes règles. Vous parliez d'autopilote et de conduite autonome. Là, typiquement, le risque il est élevé parce que si on a un problème là-dedans, c'est sérieux. Bon, sur d'autres sujets comme l'étiquetage des photos sur Facebook, par exemple, c'est pas très grave. Donc, il y a un niveau de risque qui est faible. Il n'y a pas de risque sur la santé. Voilà. Donc, en fait, ils ont géré un certain nombre de risques comme ça, défini un certain nombre de risques, et en fonction de ça, il va y avoir des lois qui vont obliger, alors des lois au niveau mondial, je crois que ça s'appelle des régulations, mais qui vont obliger chaque entreprise à prouver finalement qu'ils ont pris en compte des règles éthiques liées à ce qu'ils cherchent à faire. Tout ça est en construction, mais c'est vraiment intéressant ce qui se passe avec l'Union européenne. Voilà ce que j'avais à partager ce soir. On peut peut-être ouvrir aux questions. Bien sûr. Ou à la discussion. J'espère que... Alors, j'aurai des questions après pour les personnes à distance, mais si déjà on a des questions de la part des personnes présentes physiquement sur place, écoutez, je vous laisse lever la main et puis on va procéder à un échange. Sinon, je passe directement aux questions des personnes. Une question pour continuer sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'éthique et la législation. Si on se positionne au niveau des 3 blocs, il y a côté bloc États-Unis, bloc Asie et puis bloc européen. Ce que je crois comprendre, c'est que l'Europe est de plus en plus active à ce niveau sur la partie éthique, plus que sur la partie que les autres blocs américains et Asie qui sont plus orientés business finalement. Oui, alors effectivement, alors ça fait référence, c'est dans quel... Vous dites ça de perception ou basé sur une étude? Parce qu'il y a eu une étude là-dessus, j'ai souvenir d'avoir vu passer, c'est dans le Harvard Implicit Test. C'est le Harvard Implicit Test où en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait des... Ah non, c'est pas ça, c'est le machine, c'est le... Moral Machine du MIT, ouais. C'est la Moral Machine du MIT, où ils se sont rendus compte que dans des dilemmes éthiques en fait, qui étaient présentés à différentes personnes dans le monde, effectivement, on pouvait dégager ces gros ensembles, pas homogènes, hein, mais au moins dans les grandes lignes, un petit peu d'accord, qui sont effectivement les États-Unis, l'Asie et puis l'Europe. Et en fait, la différence qu'il y a, c'est que les États-Unis, effectivement, il y a une logique très business. Et donc, il y a une forte acceptation des utilisateurs à donner leurs données personnelles à partir du moment où ils en retirent un bénéfice.
Et donc, de la même manière, sur les moteurs d'intelligence artificielle, le fait qu'ils soient entraînés sur des photos qu'ils ont mis sur le web, ça ne va pas leur poser de problème plus que ça, puisqu'ils en retirent le fait d'avoir une IA, je pense à Google, hein, qui est très efficace puisqu'elle a été entraînée sur des grandes banques de données. Donc ça, c'est vraiment la logique commerciale et puis de qu'est-ce que bénéfique que j'en retire. Côté Asie, il y a plus une logique d'acceptation du bien commun et du bien social qui est mis au-dessus de l'intérêt personnel. Donc c'est un peu la logique opposée. Et puis là, on va avoir, alors ce que nous, on a du mal à comprendre, hein, mais qui notamment en Chine, est assez acceptable, d'avoir un score social en fonction de la manière dont les gens se comportent. Et donc le fait que, par exemple, on traverse à côté d'un passage piéton, ça a été vu par une caméra, reconnaissance faciale, et puis on va avoir affiché un tel, vous êtes traversé à côté, votre score social va être décrémenté. Et ça, c'est quelque chose qui est accepté parce que globalement, la société a un intérêt à ce que les gens traversent sur les clous, quoi. Effectivement, en Europe, on ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est sa protection personnelle. Ça marche pas. Ça fonctionne pas. Il n'y a pas cette panneau. Donc oui, tout à fait. Il y a des grosses différences culturelles. Pour rebondir du coup sur un autre sujet, on avait une question de Dominique qui elle aimerait parler de transhumanisme. C'est quoi les biais, les dérives possibles sur ce sujet-là qui pourraient modifier la société? Et elle nous fait référence à la révolution transhumaniste de Luc Ferry pour nous poser cette question. Oui, alors le transhumanisme, les transhumanistes souvent croient à l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire à Terminator, quoi, finalement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller d'une IA faible telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un moteur d'IA qui va faire de la classification d'images, un moteur d'IA qui va faire de la traduction, un moteur d'IA qui va faire, en fonction d'un cas d'usage, on va choisir le modèle, les données, etc., et faire un système qui va répondre à cette question-là. Donc ça, c'est l'IA faible. Et quand on parle d'IA forte, on parle d'une intelligence qui va être vraiment similaire, un peu dans l'idée initiale de l'intelligence artificielle au temps des années 50, c'est-à-dire qui va fonctionner comme le cerveau humain et qui va potentiellement remplacer l'humain ou étendre l'humain, ou aller au-delà de l'humain, quoi. Finalement, on va presque pas mourir puisque on peut transmettre notre intelligence à une IA qui va vivre au-delà de nous, quoi. Bon, quel type de... Enfin, c'est pas une question technique, ça c'est plutôt une question éthique, c'est-à-dire est-ce qu'on s'autorise à faire ça ou pas? Dans quelle mesure? Alors, il y a une première marche qui est, je sais pas, enfin, j'ai eu un grave accident de voiture, j'ai une jambe qui ne fonctionne plus, je me mets un exosquelette et puis je le branche à mon cerveau pour que je puisse commander cette jambe et marcher normalement. Ça, on a tendance à trouver ça acceptable puisque on n'améliore pas l'être humain, d'une certaine manière, on le répare. Bon, mais c'est quand même une première marche, c'est-à-dire que quelque chose que la nature avait cassé, on le répare. Donc, les transhumanistes, ils veulent repousser le vieillissement, donc ils disent on va vivre 200 ans, 250 ans. Où est la limite? Et ça, moi, en tant qu'informaticienne, je ne sais pas répondre à cette question-là. Il faudrait demander à des philosophes, et puis probablement, il y aura plusieurs avis. D'ailleurs, Luc Ferry est philosophe. Donc, je ne sais pas quelle thèse il défend dans ce livre, que je n'ai pas lu. Mais les transhumanistes, en général, enfin, moi, j'ai beaucoup de réticence par rapport à leur vision du monde. Ça ne correspond pas à la mienne. Non, Après, en termes techniques, collectivement. En termes techniques, pour arriver à une intelligence artificielle forte, on a quand même un truc qu'on ne sait pas passer, quoi, une singularité qu'on ne sait pas passer, techniquement, aujourd'hui en tout cas. Tout à fait. Donc, on n'est pas là. Ouais. On n'est pas là, ça c'est sûr. Et quand on entend Yann Lequin, qui est quand même un ponte du domaine, c'est le moins qu'on puisse dire, lui, il dit que finalement, les IA d'aujourd'hui, elles n'ont pas plus de sens commun qu'un rat. En fait, il leur manque le sens commun. Il n'y a pas de sens commun des IA aujourd'hui. Elles font ce qu'on leur dit de faire, elles le font très bien. Mais effectivement, il y a une marche là qui est aujourd'hui, on ne sait pas la passer. C'est pour ça qu'on est encore loin de l'amélioration, je dirais, ultime de l'intelligence artificielle.
Est-ce qu'on serait capable de chiffrer, on va dire, sur certaines années pour savoir quand on serait capable d'avoir des intelligences artificielles qui seraient, on va dire, quasiment autonomes pour beaucoup plus de choses que ce qu'elles font actuellement? Alors, sur une IA forte, c'est-à-dire autonome dans tous les domaines humains, on ne sait pas du tout. Yann Lequin, il dit ça n'arrivera pas. Elon Musk, il dit ça arrivera dans 50 ans. Et c'est tous les deux des experts du domaine. Donc, C'est compliqué. on n'a pas la réponse. Je pense qu'on n'a pas la réponse. Il faut reconnaître qu'on n'a pas la réponse aujourd'hui. Ouais. D'accord. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elles deviennent de plus en plus sophistiquées. Ces systèmes d'intelligence artificielle, le terme intelligence artificielle vaut ce qu'il vaut d'ailleurs. Hein. On l'a appelé comme ça dans les années 50, ça a évolué en un domaine. C'est Cédric Villani qui en parle très très bien de ça, où il explique que voilà, ce terme-là, on en a hérité, on fonctionne avec ça, mais il n'a pas vraiment c'est pas forcément le meilleur terme. J'avais une dernière question aussi de Sylvie qui nous demandait, est-ce que par exemple quand on clique sur une photo, vous savez où il faut déterminer si c'est des motos, si c'est un passage piéton, si c'est une cheminée, est-ce que c'est nous qui enrichissons le machine learning en faisant ça et est-ce que c'est directement l'intelligence artificielle évolue du coup avec notre utilisation humaine? Oui, alors ça c'est des techniques de segmentation, c'est-à-dire que sur une image, on cherche à reconnaître effectivement les différents éléments et c'est beaucoup utilisé dans la conduite autonome. Initialement, on avait des bataillons de personnes qui étiquetaient. Voilà, ça c'est une moto, ça c'est un panneau de signalisation, ça c'est etc. Et donc on a constitué des bases de connaissances pour entraîner ces systèmes à partir d'étiquetage humain. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a on fait de l'autogénération, c'est-à-dire qu'on étiquette une petite partie, puis après on crée automatiquement des banques de connaissances qui étendent cette petite partie initiale étiquetée pour avoir une banque de connaissances qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus étoffée et qui recoupe beaucoup plus de réalités possibles. Donc en fait, du point de vue des données d'entraînement, de plus en plus, on ne peut pas dire que l'IA s'entraîne toute seule, mais disons qu'on a des techniques qui font que ce processus qui était très, très chronophage d'étiquetage des données, on arrive de plus en plus, pas encore à s'en affranchir, mais du moins à s'en éloigner. Donc ça, c'est du point de vue de l'entraînement. Et sinon, il y avait un autre aspect à votre question sur le run, en fait, sur le fait de fonctionner. La plupart de ces systèmes vont devoir être réentraînés périodiquement. Et typiquement dans le monde des affaires, donc je reste sur mon moteur qui est très typique d'approbation ou du moins de recommandation d'approbation ou de refus de prêt. Ça, ce sont des systèmes qui vont devoir être réentraînés périodiquement parce que les données vont changer. Soit la base de clientèle de la banque va évoluer, elle va se positionner plus sur une clientèle qui gagne mieux sa vie ou moins bien. Et donc, en fait, la base de clientèle, elle n'est pas fixe. Et donc, un système qu'on a entraîné à un moment donné, il va perdre en pertinence au fur et à mesure du temps. Et donc, il faut le réentraîner périodiquement. Donc, on commence à avoir des systèmes qui sont des systèmes d'entreprise, de gestion, alors on appelle ça le MLOps. Donc vraiment la gestion opérationnelle de ces systèmes de machine learning qui vont avoir besoin d'être gérés comme des systèmes informatiques et qui ont besoin d'être maintenus dans le temps en fait pour rester pertinents. Est-ce qu'il nous reste des questions? Oui, monsieur. Petite remarque, j'ai vu passer un dessin humoristique il y a quelques jours qui m'a fait tiquer. Donc c'est deux personnes qui discutent. La première demande êtes-vous préoccupé par l'augmentation de l'intelligence artificielle? Et la deuxième réponse, non, je suis préoccupé par la diminution de l'intelligence réelle. D'où, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Alors, on sort peut-être un peu du champ direct, ça, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis sur le sujet, sur cette forme peut-être de paresse intellectuelle qu'on prend tous à avoir des outils qui font tout pour nous. Est-ce que c'est intégré dans vos réflexions, c'est sûr, hein. dans votre dans l'éthique qui est appliquée et je trouve que ça résume beaucoup de choses. Et qu'est-ce que ça vous inspire? Tout à fait. Il y a une forme de paresse intellectuelle. Effectivement, c'est ce que Francesca Rossi dit quand elle dit il ne faut pas trop faire confiance à ces systèmes. C'est tellement simple. Et des fois, moi, je me rappelle d'une copine qui venait... elle venait chez moi de Toulouse, elle voulait aller à Montpellier, elle a tapé l'adresse et puis elle est montée en voiture et elle a suivi le GPS.
Et en fait, elle s'est pas rendue compte que le nom de la rue, c'était à Arles qu'elle allait, quoi. Il y avait le même nom de rue entre Montpellier et Arles. Elle s'est retrouvée à Arles, et c'est une fois arrivée à Arles, je dis, mais Pas Montpellier. et là, là, effectivement, c'est l'exemple typique de peut-être qu'il aurait fallu regarder les panneaux, enfin rester sur l'intelligence effectivement humaine avec un petit peu de recul, quoi. Donc oui, effectivement, le risque existe, et c'est plus qu'un risque, c'est même des problèmes qui se réalisent dans un certain nombre de cas. Il faudrait être vigilant par rapport à ça, c'est sûr. Pour rebondir sur ça, il y a Bernard qui nous pose une question et qui nous demande c'est quoi les stratégies de protection pour essayer de protéger l'intelligence artificielle, et notamment ces grandes bases de données du coup qui répertorient des données énormes et qui permettraient peut-être de faire des choses pas très correctes pour des personnes qui seraient mal intentionnées. Ah, alors pour les... alors mal intentionnés, on pense à du hacking par exemple. Il n'y a pas de solution miracle, hein, mais il faut que ce qui doit être protégé soit protégé. Dans le monde des affaires, en fait, on estime à peu près à 80% les données qui sont à l'intérieur des entreprises et à 20% les données qui sont publiques, qui sont dans le domaine public. Et les données qui sont dans le firewall, enfin dans les systèmes informatiques des entreprises, qui peuvent être sur le cloud aussi, hein, mais sécurisées, ça, c'est vraiment de la responsabilité de ces entreprises de les protéger. Quand il y a une fuite de données, ça fait les gros titres des journaux, et avec raison. Ça veut dire qu'il y a eu une faille quelque part. Donc, alors, les solutions techniques, elles existent. Hein, il y a de l'encryption, il y a des réductions de flux, tout dépend de quoi on parle. Les solutions techniques, elles existent, mais il faut de nouveau pas être paresseux et prendre la sécurité des données au bon niveau. Dans certains cas, ça peut vouloir dire faire des investissements supplémentaires pour les protéger. Je pense au hacking récent là, sur la vulnérabilité bien connue qui est sortie dans la librairie Java en fin d'année dernière. En fait, on s'est rendu compte que tout le monde était affecté, en fait. Parce qu'il y avait eu des défauts de mise à jour de systèmes qui n'avaient pas été mis à jour depuis un certain temps, et puis que cette librairie a été utilisée dans tellement de systèmes que le risque il était énorme. Et personne ne l'avait vu, ou anticipé, ou en tout cas a été un peu pris de court, quoi. Et donc là, oui, il y a des fois où ça coûte un peu de mettre à jour, et il n'y a pas de résultat business, puisque c'est pas un nouveau produit qu'on va sortir, c'est pas... Mais il faut le faire et c'est de notre responsabilité sociétale de le faire. L'année dernière, il y a eu énormément de cas de rançongiciel sur les hôpitaux. Et les hôpitaux, effectivement, leur métier, c'est pas l'informatique, hein, c'est sûr, leur métier, c'est la santé. Mais il n'empêche que s'ils ne font pas aussi l'informatique, ils se retrouvent à mettre en danger les données des patients qui leur ont été confiées. Donc, c'est sûr que ça guérit personne de mettre à jour des systèmes et de s'assurer que tout est blindé, mais ça fait partie des choses qui est de notre responsabilité de faire quand même. Bon, c'était très intéressant comme question en tout cas. Est-ce qu'il nous en reste? Oui, monsieur. Une question que j'ai entendu une histoire qui m'a. Après, je ne connaissais plus la suite, donc je voulais la partager avec vous. Donc, c'est un dilemme sur l'éthique et l'IA. Si on prenait une situation où c'est une voiture qui est autonome, donc qui conduit toute seule. Et donc, à un moment, il y a une défaillance, donc il faut soit tourner à gauche, soit tourner à droite pour éviter un obstacle. Donc, il y a deux choix qui vont être confrontés à cette voiture. Donc, soit sur le côté droit, donc il y a une personne âgée qui a 80 ans, soit on fonce sur cette personne, soit sur le côté gauche, on va foncer sur un enfant de 8 ans. Donc, sur le dilemme qu'il y a à choisir, finalement, il y a une complexité sur quelle vie il faut sauver, la personne qui a bien vécu ou l'enfant qui a toute sa vie devant lui. C'est des questions que... Oui, c'est exactement le Moral Machine Test du MIT. Regardez sur Internet, un Moral Machine Test, ça existe, tu peux faire le test. C'est le principe, tu es dans une voiture autonome, soit tu tues tes 2 passagers, soit tu tues 5 personnes à côté. Voilà. Donc, bon, Après, ce sont des dilemmes éthiques qui sont insolubles et qui, en fait, dans le domaine de la conduite autonome, se poseront jamais. Parce que, alors ça, c'est un champ de recherche qui est énorme aussi et qui est très dynamique en ce moment, c'est quand est-ce qu'il est intelligent d'utiliser l'IA et quand est-ce qu'il est intelligent d'utiliser l'intelligence humaine.
Et en fait, l'intelligence humaine, on est très bon pour résoudre les problèmes complexes. Alors sur des dilemmes moraux comme ça extrêmes, on a du mal, hein. Mais sur des problèmes complexes, on est quand même très bon pour résoudre la complexité et prendre des décisions. Typiquement, les médecins, ils ont souvent ce genre de décisions à prendre. Par contre, dans l'urgence, on est très mauvais. Et donc, la logique de dire, finalement, on est en autopilote, en conduite autonome, et quand il y a un problème, par exemple, voilà, il faut que je fasse un choix, je rends la main à l'humain, ça n'a aucun sens. Parce que l'humain, il va plus rien savoir, il est en train de faire autre chose, enfin, c'est pas possible. Donc là, c'est un exemple où c'est plutôt le contraire qu'il faudrait faire, c'est-à-dire qu'il faut plutôt laisser l'humain actif dans le quotidien, les situations de conduite qui sont faciles. Et puis s'il y a un problème, la voiture, elle freine automatiquement ou elle fait un son pour alerter le piéton, ou elle gère les situations d'urgence. Et donc ça, c'est un champ qui n'est pas facile. D'autant plus que tu parles de la voiture, mais dans les avions, il y a des exemples qui sont inverses, où si le pilote n'avait pas pris la main sur le pilote automatique, l'avion se serait crashé. Alors que là, c'est l'expérience du pilote et son entraînement qui ont fait qu'il a réussi à sauver l'avion. Donc c'est vrai que chaque cas est différent et c'est très, très complexe. On entraîne pas mal d'études là-dessus sur les dilemmes, justement, comprendre comment tu prends une décision et pourquoi tu as pris cette décision. Et la décision, elle peut être mauvaise et côté, peu importe, et l'important c'est de savoir si elle est là. Tout à fait. Et comprendre que tu peux avoir des dilemmes que tu ne sais pas résoudre, en fait. Ah oui, c'est tout un champ, oui. C'est tout un champ. Je pense qu'on a le temps de refaire encore une question, s'il en reste une. En tout cas, on sera dans les délais, puis je pense qu'on va clôturer ici. Donc vous ayez peut-être un petit mot de la fin à faire pour tout le monde. Non, mais je rebondissais un petit peu sur ce que vient de dire Fanny Rabouille, sur pourquoi on prend les décisions. Et ça, c'est un autre champ aussi de l'IA qu'on n'a pas abordé, qui est tout ce qui est explicabilité. C'est arriver à sortir de la logique boîte noire, de pourquoi j'ai dit qu'il fallait approuver ou rejeter ce prêt. C'est parce que la personne, elle est entre tel âge et tel âge. Donc, arriver à remonter, malgré le fait que ça soit un système pondéré automatiquement, entraîné sur une grosse base de connaissances et un peu magique, en tout cas automatique, il faut qu'on arrive à remonter le fil de la décision pour être capable de donner des semblants d'explication. Disons des éléments d'explication. Et donc ça, pareil, c'est un champ qui n'est pas facile du tout et qui fait partie aussi de l'éthique. J'ai plusieurs étudiants du MS Big Data qui ont fait des tests sur ce sujet, justement de l'IA de confiance, et l'impact IA travaille beaucoup aussi sur l'IA de confiance et sur l'explicabilité de l'IA, en effet, parce que si on va avoir confiance, il faut, nous, en tant que personne humaine, il faut qu'on sache et pourquoi. Ah oui, tout à fait. C'est des sujets vraiment intéressants. Et c'est vrai que le champ de recherche, du coup, il est toujours immense. Oui, il va se passer un certain nombre d'années avant qu'on ait épuisé ces sujets, que ce soit en sciences humaines ou en sciences dures, entre guillemets. Tout à fait. Juste vous remercier de votre attention, malgré les petits désagréments là qu'on a eus. Alors là, Je pense qu'on peut quand même vous applaudir parce que c'était réellement une. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi en présentiel et toutes les personnes qui ont suivi à distance. On s'explique pour les petits problèmes techniques qu'on a eu. Et on se retrouve du coup rapidement pour un prochain Jeudi CEDOS. Merci.